Alors, comment une entreprise fait-elle pour transformer ses plus grandes questions? Eh bien, en réponses chiffrées, claires et nettes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en plongeant dans le monde fascinant de l'étude de marché quantitative. C'est la question à 1 million, pas vrai? Imaginez, face à un marché immense, hyper diversifié, comment une marque peut-elle savoir, vraiment savoir, ce qu'il faut construire, vendre ou améliorer? Est-ce qu'elle se contente de deviner? Non, non, pas du tout. Elle ne devine pas, elle mesure. Et c'est là que tout le jeu change, avec ce qu'on appelle l'étude quantitative. C'est une méthode super puissante pour obtenir des réponses bien concrètes. Comment? En posant des questions à des tas de gens et surtout en faisant parler les chiffres. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Cette fameuse méthode quantitative, c'est quoi au juste? Et comment ça marche concrètement? Alors voilà la définition un peu académique. Mais ce qu'il faut retenir, ce sont les mots importants. Formel, objectif, systématique. Et surtout, données numériques. Le but de tout ça, en fait, c'est de mettre des chiffres sur les réponses. Pourquoi? Pour pouvoir dire ensuite, OK, ce que ce petit groupe pense, c'est probablement ce que tout le marché pense. Et là, c'est super important de voir la différence. D'un côté, on a le qualitatif. Là, on prend un petit groupe, on pose des questions ouvertes, on cherche à comprendre le pourquoi du comment. Et de l'autre, le quantitatif. Là, c'est l'inverse. On vise un grand groupe avec des questions bien fermées pour pouvoir compter les réponses. On veut savoir combien. C'est la différence entre que ressentez-vous par rapport à, ça c'est du qualitatif, et combien de fois avez-vous fait ça, là on est en plein dans le quantitatif. Ok, maintenant qu'on a bien compris la différence, on peut se demander comment on fait concrètement pour mener une étude quantitative. Eh bien, il y a plusieurs outils dans la boîte et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Les deux plus classiques, ce sont les enquêtes en ligne et les enquêtes par téléphone. Le truc avec le en ligne, c'est que c'est hyper rapide, super facile à lancer à grande échelle. Le souci, c'est qu'on ne sait pas toujours exactement qui répond derrière l'écran. À l'inverse, le téléphone, c'est plus personnel, on contrôle mieux. Mais ça prend un temps fou et tout repose sur les épaules de l'enquêteur. S'il est mauvais, l'enquête est ratée. Et puis, on a l'option poids lourd, si on veut. L'enquête en personne, en face à face. Ça, c'est la méthode qu'on sort pour les sujets sensibles ou quand on veut parler à des gens très occupés, genre des médecins ou des grands patrons. Le contact direct, ça change tout. Ça crée un lien de confiance et c'est ça qui permet d'avoir des réponses vraiment riches et de qualité. Par contre, cette qualité, elle a un prix, et pas un petit. Le truc, c'est que pour convaincre un profil de haut niveau de donner de son temps, il faut une compensation qui vaille le coup. Dans le milieu, on parle d'au moins 250 $. Oui, c'est un sacré investissement juste pour une seule réponse. Allez, voyons maintenant comment ça se déroule, le processus en lui-même. Parce que oui, une étude quantitative, ça ne s'improvise pas. C'est un processus super structuré, une sorte de plan de bataille en 6 étapes. Voilà, le cheminement complet. Tout commence par la planification. On doit définir hyper clairement le problème. Ensuite, on passe à la conception. On crée le questionnaire. Après ça, une étape cruciale, choisir le bon groupe de personnes, l'échantillon représentatif. Puis, hop, on passe à la collecte des données. Et enfin, une fois qu'on a tout ça, on nettoie, on analyse les chiffres et on rédige le rapport pour présenter les conclusions. Justement, en parlant d'échantillons, il y a un chiffre que tous les pros du secteur ont en tête. Ça peut sembler sorti de nulle part, mais en vrai, il est absolument fondamental. Et ce chiffre magique, c'est 400. Pourquoi 400? Parce que c'est le nombre de réponses qu'il faut pour être considéré comme scientifiquement crédible. Ça donne une marge d'erreur de plus ou moins 5%. En gros, c'est ce qui permet de dire avec une bonne confiance que les réponses de ces 400 personnes reflètent la vie de millions d'autres. Mais bon, connaître les étapes, c'est une chose. Les appliquer sans tomber dans les pièges, c'en est une autre. Et des pièges, croyez-moi, il y en a un paquet qui peuvent complètement fausser une étude. Regardez-moi cette question. C'est l'exemple parfait d'un des pièges les plus courants. La question mal posée. Trop grand, trop rapide, trop bon marché, pas assez chic. Ouais, ça part dans tous les sens. On mélange des trucs positifs, des trucs négatifs. C'est impossible de tirer une conclusion chiffrée de ça. Une bonne question, c'est simple, c'est direct, il ne peut pas y avoir de confusion. Et la liste des erreurs possibles est longue, hein. Se tromper de cible, par exemple. Ne pas avoir assez de réponses, c'est un grand classique. Oublier de mettre des options comme non applicable ou autre, ça aussi c'est fatal. Ou encore faire une erreur bête d'échantillonnage comme, n'interroger que des gens dont le nom commence par A. Toutes ces erreurs peuvent rendre les données complètement inutiles. Ah, et celle-là, elle est incroyable. C'est une histoire vraie. Un enquêteur téléphonique qui a complètement inventé des réponses. Le problème, c'est qu'il n'a pas été très malin. Dans ces fausses données, des gens qui disaient pouvoir courir 16 km étaient aussi soi-disant incapables de sortir de leur lit.
L'incohérence était tellement énorme que la fraude a été découverte. C'est un rappel brutal que la qualité des données, au final, repose sur l'honnêteté des gens sur le terrain. Bon, une fois qu'on a collecté les données, qu'on les a nettoyées, qu'on les a analysées, on arrive enfin au but de toute cette aventure, la prise de décision. Oui, c'est vraiment ça l'objectif final. Le but de tout ce travail, c'est de transformer cette montagne de chiffres bruts en quelque chose de concret, en une base solide qui permet de prendre des décisions business avec beaucoup plus de confiance et beaucoup moins de «et si on se trompait?». Alors voilà, la prochaine fois qu'un produit sort et que c'est un carton ou un flop monumental, il faudra se poser la question. Derrière la com, derrière les apparences, quels sont les chiffres qui ont vraiment raconté l'histoire? Parce que c'est souvent là, dans les données, que se cache la vérité.